Sylvie Brunel, bonjour. Bonjour Bertrand Guillot. Bienvenue chez Front Populaire. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes professeur de géographie à la Sorbonne et vous avez travaillé avec plusieurs associations comme Médecins sans frontières ou Action contre la faim. Alors, nous vous recevons parce que vous publiez ce livre, Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre, aux éditions Buchet-Chastel. Pardonnez-moi. Alors, et je précise par ailleurs pour nos auditeurs que cet entretien a lieu le 13 juin. Alors pour commencer cet entretien, je voudrais parler avec vous d'actualité. On va commencer par un sujet d'actualité parce que ce week-end, vous avez eu l'association Les Soulèvements de la Terre, qui est un peu le collimateur du ministère de l'Intérieur, qui a fait un événement, qui a détruit une serre maraîchère en Loire-Atlantique. Vous qui êtes attaché à la recherche aux questions d'agriculture, j'ai envie de vous demander un petit peu de nous expliquer un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Eh bien, des centaines de manifestants sont venus dans une station à la fois expérimentale et chez des maraîchers. Ils ont arraché des plants, notamment de salades, qui étaient des variétés qui étaient à l'étude pour faire face notamment au changement climatique, et ils ont jeté à la place des graines de sarrasin. Pour moi, c'est quelque chose de très grave. D'abord parce que c'est un mépris du travail des agriculteurs, c'est un mépris de notre souveraineté alimentaire, c'est un mépris aussi de tout ce que le monde agricole met en œuvre pour répondre à nos attentes. Et je suis extrêmement choquée et blessée. Et finalement, mon livre « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre » trouve un écho avec ce qui s'est passé ce dimanche 11 juin. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était des expérimentations pour justement, vous parliez d'adaptation au changement climatique, réchauffement climatique, mais il y avait aussi, oui, c'était sur les questions d'irrigation, elle consommait moins d'irrigation, était plus résistante aux pesticides ou... L'idée, c'est que le monde agricole est un monde qui, en permanence, s'interroge sur ses méthodes, sur la conduite de ses cultures, sur nos attentes aussi, et qui essaie de faire au mieux, eh bien, d'abord pour répondre aux attentes du marché, et puis aussi parce que lui-même est préoccupé par le fait de ne pas utiliser trop d'eau d'irrigation, d'optimiser l'eau, d'optimiser l'utilisation des produits de traitement. Et finalement, on se rend compte que quand il agit, des urbains ou des personnes qui n'ont aucune idée de ce que l'on met en œuvre dans le monde agricole se permettent de détruire un travail qui est un travail de recherche. Et c'est scandaleux. Alors justement, pour se défendre, l'association a dit que c'était une mainmise, qu'elle dénonçait la mainmise de la Fédération des maraîchers locale et que c'était des petits exploitants locaux qui justement se rebellaient contre cette mainmise, notamment ça a augmenté le prix du foncier ou ce genre de choses. Oui, mais ça a été pareil lors des combats contre les réservoirs, vous le savez. On va en parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée qu'il faudrait prôner de tout petits modèles agricoles contre l'agriculture professionnelle. Il y a d'ailleurs, on peut d'ailleurs déplorer un manque de solidarité aussi au sein du monde agricole, puisque certains s'érigent en censeurs et en destructeurs du travail des autres. Il faut rappeler que l'agriculture française est une agriculture familiale, une agriculture à taille humaine, mais une agriculture qui est en danger. Pourquoi ? Parce que 20 000 départs chaque année, 14 000 installations seulement. Une exploitation sur toi ne trouve pas de repreneur. Il est urgent et impératif d'avoir une agriculture performante et professionnelle, alors que de plus en plus de Français se serrent la ceinture. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre ces personnes, justement, ces associations anti-agriculteurs par exemple, Gérald Darmanin, donc le ministère de l'Intérieur, souhaite interdire les Soulèvements de la Terre, l'association qui a fait cet événement, justement. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée ? Est-ce que ça suffit ? Alors moi, il ne m'appartient pas de me prononcer sur des faits de droit. Ce que je trouve, c'est qu'en France, le droit de la propriété est aujourd'hui bafoué, que l'inscription de la charte de l'environnement dans le préambule de la Constitution française, comme si c'était un principe supérieur, permet à un certain nombre d'activistes de se poser en censeurs avec, à mon avis, des informations qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a à la fois une grande méconnaissance de ce qui se passe dans le monde agricole, des innovations, des progrès dans le monde agricole, et il y a aussi un mépris d'acteurs professionnels. Et c'est quelque chose, vous le savez, il y a 42 sites en France qui sont potentiellement des sites d'activisme. Je trouve ça extrêmement dangereux pour notre démocratie et pour notre République. Alors je vous propose d'aborder certains aspects de votre livre, donc notamment le premier, ça va être
la question de l'irrigation. Parce que là, on est dans une période plutôt de sécheresse. On a des nappes phréatiques qui ne sont pas au mieux de leur forme, on va dire ça comme ça. Et souvent, on entend dire l'agriculture est la première source d'exploitation de l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu exactement ce qu'il en est? Combien l'agriculture consomme-t-elle d'eau? Et pourquoi, justement, elle est au centre des critiques à ce point? Alors, il y a beaucoup de choses dans la question que vous avez posée. D'abord, il faut savoir que la France, même si elle est menacée effectivement par le changement climatique, n'est pas un Sahel. La France a globalement une quantité d'eau qui tombe du ciel, qui est importante, qui est de l'ordre, alors ça dépend des régions bien sûr, mais de 800 mm par an. Et nous n'utilisons pour l'irrigation même pas 3% de cette eau qui tombe du ciel. C'est-à-dire que c'est un pourcentage extrêmement faible. La France, pour le pourcentage de terres irriguées par rapport à sa superficie, est très loin des autres pays européens, de l'Espagne ou du Portugal. Et les agriculteurs demandent juste de pouvoir stocker un tout petit peu plus, pas beaucoup plus, quelques pourcents de plus, simplement parce que cette eau qui se perd en hiver, qui va s'écouler dans la mer, que ce soit dans les Deux-Sèvres, en Loire-Atlantique, en Vendée, eh bien cette eau qui se perd dans la mer manque cruellement en été. Or, quand vous stockez l'eau, et vous pouvez la stocker soit par des réserves de substitution, soit par des retenues collinaires, eh bien d'abord vous pouvez régulariser les cours d'eau. C'est ce qui s'est passé quand on a par exemple harnaché la Dordogne ou la Durance au cours du XXe siècle. Il fallait éviter les étiages massifs de l'été. Donc nous régularisons le cours d'eau. Et puis surtout, quand vous avez de l'irrigation, vous avez la possibilité de maintenir un apport de la ressource d'eau, y compris pendant les périodes extrêmement sèches, ce qui profite à l'ensemble de la biodiversité, pas seulement la biodiversité nourricière des agriculteurs, mais celle des oiseaux, mais celle des insectes, mais celle des poissons, mais celle de la faune sauvage. Donc quand on irrigue, on stocke de l'eau pour tous. Et cela permet aussi de pouvoir lutter contre les incendies. On le voit bien, par exemple, dans le massif des Landes de Gascogne. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire cette façon de considérer que l'eau ne peut pas être retenue, qu'il ne faut pas la retenir, qu'il ne faut pas la stocker, ce n'est pas ce qu'on appelle de la sagesse. Je ne comprends pas. La France ne produit pas ni des cactus ni des immortels. La France reste un grand pays d'agriculture familiale, d'agriculture qui coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'elle a un grand nombre de modèles, pas seulement des modèles productifs, mais des modèles locaux. Même le plus modeste maraîcher bio a besoin d'eau pour ses légumes. Nous sommes par exemple les premiers exportateurs de semences au monde, et notamment de semences de maïs. La semence, c'est le nerf de la guerre, c'est un concentré d'intelligence et de technologie. Si vous n'avez pas la possibilité de régulariser l'apport d'eau, vous ne pouvez pas faire de semences. De même, et ça peu de gens le savent, nous sommes les premiers exportateurs de pommes de terre au monde. La pomme de terre, c'est un produit alimentaire, le 4e mondial, qui a besoin d'eau. Donc ceux qui empêchent les agriculteurs de travailler, y compris les petits agriculteurs, eh bien ils ne comprennent pas qu'ils vont totalement à l'encontre non seulement des intérêts de notre pays, mais des intérêts de la biodiversité, des intérêts de la vie, des intérêts de notre sécurité alimentaire. Vous évoquiez tout à l'heure le cas du petit maraîcher, mais justement dans le cas de la méga bassine de Sainte-Soline. N'utilisez pas ce terme. C'est un terme sémantique. Pour que nos éditeurs comprennent ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, les retenues d'eau, c'est ce qu'on a appelé médiatiquement méga bassine. Oui, mais c'est un terme extrêmement choquant. C'est-à-dire que quand on utilise le terme méga bassine ou quand on utilise le terme, par exemple, de pesticides ou d'agriculture productiviste, on reprend la sémantique de gens qui sont hostiles, une sémantique péjorative. Il ne s'agit pas du tout de méga bassines, mais de réservoirs, de retenues d'eau. Et vous l'avez peut-être vu, mais les pluies ont été à la fois très abondantes à la fin décembre et au début janvier dans cette zone. L'eau n'a pas été retenue. Elles sont très abondantes en ce moment et l'eau sera perdue. Donc faire ces infrastructures qui profitent à l'ensemble de la collectivité, pas seulement à quelques petits agriculteurs. Justement, je me permets de revenir là-dessus, c'est que l'une des critiques que l'on entendait par rapport à ces fameuses retenues d'eau, surtout celle de Sainte-Soline, c'était qu'elle ne profitait qu'à une vingtaine d'exploitants agricoles. D'abord, ce n'est pas une bassine gigantesque.
réservoir gigantesque. C'est un réservoir qui, au regard de ce qu'est le Marais Poitevin, de ce que sont les Deux-Sèvres, eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait compatible avec les réserves en eau. Alors, bien sûr, cette année, nous avons eu une période de sécheresse, mais il n'était pas question de pomper les nappes phréatiques tant qu'elles n'étaient pas au niveau où l'on pouvait justement approvisionner ces réservoirs. Et on a l'impression que les agriculteurs sont traités comme des imbéciles ou des ignorants ou des néfastes. Non, ils savent bien, eux. Globalement, l'eau qui est tombée dans cette région, comme dans d'autres, excepté les Pyrénées cette année, est une eau qui est suffisante. Simplement, il faut intelligemment la gérer de façon à réguler la ressource au cours de l'année. Je vais vous donner un exemple. Depuis les années 1950, nous sommes passés de 70 millions de kilomètres carrés qui étaient irrigués à 280 millions de kilomètres carrés. La France n'utilise qu'une toute petite partie de l'eau qui tombe du ciel. Nous irriguons à peu près 6% des terres, c'est-à-dire 1,5 million d'hectares sur 27 millions d'hectares qui sont cultivés. Vous voyez, c'est extrêmement faible. Ça nous place au 9e rang en Europe, alors même que nous sommes la première productrice agricole d'Europe. Donc vous voyez le hiatus. Nous sommes en même temps un milieu géographique qui est marqué par la méditerranisation, par l'aquitanisation, c'est-à-dire que nous allons être confrontés à ce problème de canicule de plus en plus longue l'été. Et le GIEC nous dit l'eau ne va plus tomber, par exemple, à l'automne ou au printemps, elle risque de tomber à des moments où on n'en a pas besoin. Donc, elle va tomber, par exemple, en hiver, ou elle va tomber à des moments qui ne sont pas utiles pour les cultures. Donc, que disent les agriculteurs? Ils disent, finalement, nous voudrions juste stocker un tout petit peu plus d'eau. Pas beaucoup, puisqu'on n'utilise que 6%. Et rien que cela, comme si la ressource manquait, n'est pas entendu. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus grave que dans le monde, il n'y a que 17% des terres qui sont irriguées dans le monde entier, mais ces 17% des terres assurent plus du tiers de la production mondiale. Dans les pays tropicaux, par exemple, quand vous irriguez, vous pouvez faire 3 récoltes par an sur le même champ. Vous vous rendez compte? 3 récoltes par an. Et les terres qui sont cultivables dans le monde ne sont pas extensibles à l'infini. On cultive à peu près, on a à peu près 1,5 million de kilomètres carrés qui sont en grande culture dans le monde. Donc vous voyez, c'est très faible. Et le risque, c'est que si l'on n'irrigue pas, eh bien, nous courons le danger de nous retrouver avec une impossibilité de nourrir une humanité où 160 millions de personnes quittent chaque année la pauvreté pour rentrer dans les classes moyennes et où ces 160 millions de personnes, elles veulent pouvoir faire 3 bons repas par jour, avoir accès à des aliments nobles comme les fruits et les légumes, comme les produits transformés, comme la viande ou les protéines animales. Or, qu'est-ce qu'on constate en France? C'est que déjà 1 Français sur 10 n'arrive pas à se nourrir correctement, faute de pouvoir d'achat, et que nous importons de plus en plus de fruits et de légumes on en parlait tout à l'heure. En provenance de pays comme l'Espagne ou le Portugal, qui eux n'ont pas de problème pour irriguer. Donc il y a un véritable souci par cette vision fixiste des paysages. Nos paysages, ce sont des héritages, ils ne cessent de se modifier, et quand vous irriguez, eh bien, vous avez des paysages vivants. Sans l'irrigation, la Camargue, le Marais Poitevin, la Dombes ne pourraient pas être ces paysages si attrayants que nous connaissons et que nous aimons. Vous parliez tout à l'heure du GIEC, vous parliez tout à l'heure de... Alors, vous n'avez pas employé le terme réchauffement climatique, vous avez employé changement climatique. Changement climatique. Ça m'amène sur ce point parce que vous l'évoquez dans ce livre, on vous a parfois titillé sur ce sujet pour avoir... Relativisé, voilà, c'est le terme que vous employez. Mais vous avez raison, parce que moi je suis géographe et je travaille beaucoup dans les pays tropicaux. Or, vous le savez, dans le monde, il n'y a pas un climat, il y a des climats. Et un certain nombre de pays tropicaux sont confrontés de longue date à des sécheresses estivales ou à des chaleurs estivales extrêmement élevées. Et on m'a beaucoup critiqué quand j'ai dit « mais à Dakar ou à Abu Dhabi, il faut bien trouver des réponses ». Or, effectivement, la France se réchauffe, mais la France reste un climat tempéré, même s'il y a une tendance à la tropicalisation l'été, et croire que nous devons simplement courber l'échine et ne rien faire au nom des risques de la maladaptation, c'est pour moi l'inverse de la géographie.
La géographie, c'est la science des possibilités. En géographie, on dit les ressources ne sont pas un stock, c'est-à-dire que le monde serait fini. Les ressources sont un flux et elles dépendent des moyens que nous mettons en œuvre. Je vais vous donner un exemple. Si vous faites de l'agriculture sur brûlis, vous savez qu'aujourd'hui on dénonce beaucoup les brûlis parce qu'ils envoient dans l'atmosphère beaucoup de gaz à effet de serre. L'agriculture sur brûlis, elle demande de fortes disponibilités en terre et on ne peut pas être plus de 10 habitants au kilomètre carré. Mais si vous commencez à avoir des systèmes d'agroforesterie, d'agroécologie, des systèmes d'irrigation, de la riziculture ou une culture si contestée comme le maïs, eh bien votre capacité de charge de votre territoire est beaucoup plus élevée. Donc la notion de limite ne tient absolument pas compte des moyens avec lesquels nous mettons en valeur la terre. Et la géographie, c'est la science des possibilités. C'est comment l'humanité se coltine le froid, la pente, le sec, le chaud, le trop d'eau aussi. Qu'est-ce qu'elle met en œuvre pour arriver à habiter intelligemment cette terre en luttant contre la misère. Justement, alors comment on va dire le changement climatique va modifier nos territoires, va modifier nos pratiques agricoles dans l'avenir. La géographe que vous êtes, quel regard elle a sur ces questions? On constate déjà que nous avons à peu près 3 semaines d'avance pour les semis et les récoltes, par exemple les vendanges. Donc il est incontestable que depuis les... Par rapport à quelle époque? Justement, il est incontestable que par rapport aux années 1950, nous avons pris 3 semaines d'avance, c'est-à-dire que, par exemple, on moissonne plus tôt. On va moissonner le 20 juin, là où on moissonnait à la mi-juillet. On va vendanger plus tôt. On voit bien, par exemple, que le degré d'alcoolémie du vin est plus élevé. On voit bien que même la vigne qui est habituée à des températures élevées connaît un syndrome de dépérissement qui a nécessité la mise en œuvre d'un plan national contre le dépérissement du vignoble qui a été lancé en 2016. C'est-à-dire que l'agriculture, confrontée à cette évolution des conditions climatiques, elle ne reste pas immobile. Le paysan, l'agriculteur, c'est quelqu'un qui est habitué à travailler avec le vivant. C'est quelqu'un qui est en permanence dépendant des caprices du temps. La météo pour le paysan, c'est une vraie préoccupation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des stations météo, il y a ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Il n'y a pas en France une seule filière ou une seule région qui ne s'interroge sur les moyens de faire face à cette évolution des conditions climatiques qui est perceptible, par exemple, par des températures très élevées l'été. Je vais vous donner un autre exemple. Une vache au-dessus de 15 degrés l'été, vous voyez, 15 degrés, c'est quand même très vite atteint, elle peut commencer à souffrir, à avoir trop chaud. Sa production de lait va être moins bonne, elle va être moins élevée. Or, les éleveurs, ils s'interrogent sur la façon de pouvoir maintenir le confort, le bien-être de leurs troupeaux pendant l'été. Ça passe par exemple par des humidificateurs, comme nous avons, vous savez, des vaporisateurs. Ça passe par des ombrages. On dit qu'il faut mettre les vaches au champ. Mais quand il fait très chaud, la vache, elle veut être soit dans une étable, soit sous des arbres. Sauf que sous des arbres, l'herbe pousse moins. Il y a tout le problème aussi du fourrage. Il faut que le fourrage reste de qualité. Et c'est faire insulte, Bertrand, aux agriculteurs que de penser qu'ils subissent sans agir. Simplement, ils ont besoin d'être accompagnés. Or, on a un vrai problème en France. Le premier problème, c'est qu'on interdit aux agriculteurs, on en vient d'en parler, d'irriguer. On leur dit non, maladaptation. Mais non, c'est juste anticipation. Anticipation pour une meilleure adaptation, justement. Deuxièmement, on leur interdit le recours à quelque chose pour lequel nous avons fait massivement appel au moment du Covid, qui est la génétique, le génie génétique. Nous avons utilisé des vaccins ARN. Pour les cancers, nous utilisons aujourd'hui l'immunothérapie, les thérapies géniques. Mais l'agriculteur, lui, n'a pas le droit d'utiliser le génie génétique dans l'agriculture en France, alors même que nous avons eu un prix Nobel de chimie en novembre 2020 avec la Française Emmanuelle Charpentier, qui, avec une Américaine, Jennifer Doudna, a eu le prix Nobel de chimie pour la technique qu'on appelle la technique des ciseaux moléculaires, le CRISPR-Cas9,
qui permet d'aller extrêmement vite dans le génome des plantes pour sélectionner les gènes, par exemple, d'adaptation au changement climatique, de résistance à la sécheresse ou de résistance au sel, pour élaborer en permanence de nouvelles variétés qui nous permettent de faire face. Tous les pays du monde se mettent en ordre de bataille pour cela, mais nous, en France, nous ne le faisons pas. Et ça pose même un problème sur la question des traitements. En France, nous voulons laver plus vert que vert et nous transposons les dispositions européennes notamment ce qu'on appelle le pacte vert, qui veut réduire de moitié l'utilisation des produits de traitement, ce qu'on emploie à tort les pesticides, ce qu'on appelle à tort les pesticides. On veut les réduire de moitié d'ici 2030. Très bien, pourquoi pas? Mais on ne peut pas réduire de moitié l'utilisation des produits de traitement alors même que le changement climatique et la mondialisation exacerbent la pression parasitaire, si on se prive des moyens du génie génétique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir. On peut réussir parce que notre agriculture est une agriculture formidable. Et même ce pacte vert qui veut réduire de moitié l'utilisation des phytos d'ici 2030, il pourrait être réussi si on combinait, donc si on avait un mix, avec de la pulvérisation d'ultra haute précision. On a des entreprises en France qui sont très très avancées sur des moyens de sélectionner exactement le problème de la pression parasitaire en faisant une pulvérisation extrêmement ciblée. Une société par exemple comme Excel Industries, qui est le leader de la pulvérisation, ou d'autres aussi, Amazon, ou d'autres aussi. Amazon qui n'est pas l'Amazon de libraire, qui est une Amazon de machines agricoles. Donc la pulvérisation d'ultra haute précision, le génie génétique et la nouvelle conduite des cultures, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui sur du sans-labour, sur du couvert végétal, sur la réintroduction des haies. On entend aussi beaucoup parler du sorgho. Du sorgho en remplacement du maïs. Oui, mais c'est de la folie. Et justement, je me permets de terminer parce que rassurez-vous, vous allez pouvoir parler du maïs. Vous avez raison. Vous y consacrez quand même pas mal de pages. Donc Oui. moi, j'ai envie que vous nous expliquiez quelles sont les vertus du maïs et pourquoi, selon vous, cette idée de remplacer le maïs, qui aurait le tort de consommer beaucoup trop d'eau, je précise, est une mauvaise idée. Alors, je respecte tout à fait le sorgho. C'est une plante alimentaire que l'on trouve notamment en Afrique. C'est une plante qui est assez économe en eau. Simplement, il faut se rendre compte que le sorgho, c'est 60 millions de tonnes produites chaque année dans le monde. Le maïs, c'est 1200 millions de tonnes. C'est-à-dire que c'est comme si vous compariez un nain à un géant. Et si le géant est un géant, c'est qu'il y a des raisons. Les raisons, c'est d'abord l'extrême prolificité du maïs. C'est la première céréale nourricière au monde. Pourquoi? Parce que c'est celle qui, sur un hectare, va vous donner les plus gros rendements. En Afrique, par exemple, si on fait du sorgho, du maïs, le paysan va préférer le maïs parce qu'il va produire beaucoup plus. Donc c'est une céréale qui est une céréale à la fois de premier ordre pour les humains, première céréale alimentaire en Amérique, par exemple, mais aussi pour les animaux, que les pauvres, quand ils quittent la pauvreté, veulent consommer, puisqu'ils veulent avoir accès aux protéines animales. Avec 100 kg de maïs, vous faites 80 kg de poulet, ou 60 kg de cochon, ou 1000 œufs, vous faites beaucoup de choses. En fait. Bon. Donc, cette céréale, elle peut être convertie directement en des produits alimentaires de premier choix. Deuxièmement, c'est une céréale qui est totalement substituable au pétrole, au carburant fossile. Nous voulons aujourd'hui ne plus avoir de carburant fossile puisqu'ils émettent des gaz à effet de serre. Or, ce qu'on appelle le biosourcé, la chimie verte, eh bien, cela repose notamment sur le maïs. De même d'ailleurs que les biocarburants. On peut parler des biocarburants, mais on veut des énergies renouvelables. Troisièmement, cette céréale est très peu traitée. Quatrièmement, dans les champs, il y a une infinie biodiversité. Il y a des insectes, il y a des grenouilles, il y a des oiseaux. Il y a aussi d'ailleurs une biodiversité indésirable, comme les sangliers, comme les rongeurs, comme tout un tas d'animaux que vous pouvez aisément imaginer. Mais surtout, le maïs, c'est une pompe à carbone. C'est ce qu'on appelle une plante dite en C4. C'est-à-dire que quand elle pousse, elle a une capacité à absorber le dioxyde de carbone de l'air pour le convertir en oxygène, qui est absolument exceptionnel. C'est-à-dire que nous respirons bien parce que nous avons cette plante qui pousse et qui transforme, qui améliore l'air. Or, vous savez que lors de la COP21 en 2015,
l'INRAE a adopté ce qu'on appelle l'initiative 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est si on augmente de 4 pour 1000 la capacité de teneur en carbone des 30 premiers centimètres du sol, on pourra compenser les accroissements des émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne vise la neutralité carbone en 2050. Donc penser qu'on va pouvoir se passer de cette plante, c'est une erreur. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais vous n'avez pas parlé de l'eau, Madame Brunel. Eh bien, ce qui est intéressant avec le maïs, c'est que quand vous voulez avoir, par exemple, 1 kg de matière sèche, de matière végétale, 1 kg de matière de biomasse, eh bien, la plante la plus utile pour fournir de la biomasse, celle qui valorise le mieux l'eau, c'est le maïs. Et je vais vous donner les chiffres. Pour 1 kg de matière sèche, il faut 1600 litres de riz, mais ça, on sait que le riz est une plante qui a besoin d'eau. Il faut 580 litres d'eau pour le blé, et pour la pomme de terre d'ailleurs, il faut 460 litres d'eau pour le maïs, et même pour ce qu'on appelle le maïs fourrage, 270 litres d'eau. Ce sont les chiffres du CNRS. Ce qui veut dire que cette plante, elle optimise la goutte d'eau. Alors bien sûr, c'est une céréale tropicale, donc elle pousse l'été. C'est pour ça que c'est une usine à fabriquer de la matière végétale avec le soleil et l'eau. Et nous, eh bien, nous avons toujours considéré que cette céréale était étrangère. Il y a une sorte de racisme végétal ou de racisme botanique à l'égard du maïs. C'est la plante qui vient d'Amérique. Nous sommes la civilisation du blé. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas du pain de maïs. D'ailleurs, le maïs est une céréale sans gluten, ce qui est intéressant aussi pour ceux qui ont des problèmes. Donc, elle n'a que des vertus. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le maïs est devenu le bouc émissaire de nos détestations et de nos haines, comme s'il y avait un délit de sale gueule sur le maïs. Entre parenthèses, c'est une des plus belles céréales qui soit. Protégeons donc le maïs.